Crime et châtiment par Féodor Dostoïevski, partie 16 du livre audio, chapitre 2 de la 5e partie du roman. Il serait difficile d'indiquer exactement les causes qui avaient fait naître l'idée du repas de funérailles dans la tête déréglée de Katerina Ivanovna. Près de 10 des 20 et quelques roubles donnés par Raskolnikov pour l'enterrement de Marmeladov y furent engloutis. Peut-être Katerina Ivanovna considérait-elle comme son devoir vis-à-vis du défunt d'honorer comme il faut sa mémoire, pour que tous les locataires, et Amalia Ivanovna surtout, sachent qu'il était non seulement aussi bien qu'eux, mais peut-être beaucoup mieux, et qu'en tout cas personne n'avait le droit de le regarder de haut. Peut-être était-ce la fierté des pauvres gens, si spéciale, qui avait eu la plus grande part dans sa décision, cette fierté qui pousse les pauvres, lors de certaines circonstances où les coutumes rendent un rite obligatoire, à bander leurs dernières énergies, à dépenser les derniers sous qu'ils avaient économisés pour se permettre de n'être pas autrement que les autres, pour ne pas être mal jugés par les autres. Il est très probable que Katerina Ivanovna avait eu envie, précisément dans cette occasion, alors qu'il semblait bien qu'elle fût totalement abandonnée, de montrer à tous ces négligeables et méchants locataires que non seulement elle savait vivre et qu'elle savait recevoir, mais qu'elle n'était pas du tout faite pour le rôle qu'elle jouait, elle qui avait été élevée dans une maison honorable et, on pourrait même dire, aristocratique. Elle qui n'était nullement préparée à brosser le plancher et à lessiver la nuit des hardes d'enfants. Ces paroxysmes d'orgueil et de vanité visitent parfois les gens les plus miséreux et les plus apeurés, et il arrive que cela se transforme, chez eux, en un désir irrité et irrésistible. En outre, Katerina Ivanovna n'était nullement apeurée. Les circonstances pouvaient l'anéantir matériellement, mais elles ne pouvaient l'écraser moralement, c'est-à-dire l'apeurer et soumettre sa volonté. De plus, Zonetchka avait de bonnes raisons de dire que sa pensée se troublait. On ne pouvait encore l'affirmer positivement et définitivement, il est vrai, mais il était sûr que ces derniers temps, cette dernière année, sa pauvre tête avait trop souffert pour rester intacte. Une évolution poussée de la phtisie contribue aussi, disent les médecins, au dérèglement des facultés mentales. Il n'y avait pas de vins nombreux et divers, pas plus que de madère. L'affirmation était exagérée. Mais il y avait quand même du vin. Il y avait du vodka, du rhum et du porto. Tout était de dernière qualité, mais en quantité suffisante. En fait d'aliments, à part la koutia, il y avait 3 ou 4 plats que l'on avait préparés dans la cuisine d'Amalia Ivanovna. 2 samovars étaient prêts pour le thé et le punch. C'est Katerina Ivanovna elle-même qui avait pris les dispositions pour les achats. Elle fut aidée par un colocataire, un misérable petit Polonais qui vivait, Dieu sait pourquoi, chez Madame Lippe-Wechsel, et qui s'était immédiatement offert pour faire les commissions de Katerina Ivanovna. La veille, il avait couru toute la journée, et toute la matinée de ce jour, comme un fou, la langue pendante et visiblement soucieux de ce que son zèle fût remarqué. Il accourait chez Katerina Ivanovna pour la moindre chose. Il était même allé la relancer jusqu'au bazar. Il l'appelait constamment « Madame la lieutenante ». Enfin, elle en fut excédée, quoiqu'elle eût dit au début que, sans cet homme serviable et généreux, elle aurait été complètement perdue. C'était dans le tempérament de Katerina Ivanovna de parer au plus vite le premier venu des qualités les plus éclatantes, de l'accabler sous un flot de louanges, jusqu'à le faire rougir, d'imaginer un tas de circonstances inexistantes à son avantage et de croire ensuite elle-même à leur réalité. Après quoi, elle se désillusionnait, elle couvrait de reproches et chassait celui qu'elle avait admiré un instant plus tôt. Elle était naturellement gaie, paisible, elle avait le rire facile,
mais par suite de ses échecs et de ses malheurs, elle s'était mise à désirer avec tant de rage que tous vivent en paix et qu'ils ne puissent vivre autrement, que la plus légère dissonance dans la vie, que le moindre insuccès, la mettait tout de suite hors d'elle-même. Elle passait alors des espoirs les plus élevés, des mirages les plus brillants, au plus profond désespoir. Elle se mettait à maudire sa destinée, à casser tout ce qui lui tombait sous la main et à se cogner la tête au mur. Amalia Ivanovna se vit, du jour au lendemain, extraordinairement honorée et respectée par Katerina Ivanovna, sans doute uniquement à cause du repas de funérailles aux apprêts duquel Amalia Ivanovna avait décidé de participer de tout son cœur. Elle s'était chargée de servir la table, de procurer le linge, la vaisselle, etc., et de préparer les aliments dans sa cuisine. Katerina Ivanovna lui avait donné les pleins pouvoirs, se préparant elle-même à se rendre au cimetière. Tout fut magnifiquement fait. La table fut même servie assez proprement, bien que la vaisselle, les fourchettes, les couteaux, les tasses, les verres fussent dépareillés, de modèles et de calibres différents. Tout cela provenait d'ailleurs des différents locataires. En revanche, tout fut prêt à l'heure, et Amalia Ivanovna, sachant qu'elle avait fait sa besogne d'une façon excellente, reçut avec quelque orgueil ceux qui rentraient du cimetière. Elle s'était parée d'une coiffe, ornée de rubans de deuil, et d'une robe noire. Cette fierté, toute légitime qu'elle fût, ne plut pas à Katerina Ivanovna. Vraiment, c'est comme si on aurait pu servir la table sans Amalia Ivanovna. La coiffe avec ses rubans neufs lui déplut aussi. Ne serait-elle pas fière, cette stupide Allemande, parce qu'elle est la propriétaire et qu'elle a consenti, par charité, à aider de pauvres locataires ? Par charité, merci. Chez le père de Katerina Ivanovna, qui était colonel et presque gouverneur, la table était parfois servie pour 40 personnes, si bien qu'une quelconque Amalia Ivanovna, ou, pour mieux dire, Ludwigovna, n'aurait pas même été admise à pénétrer dans la cuisine. Du reste, Katerina Ivanovna décida de ne pas exprimer ses sentiments pour l'instant, quoiqu'elle se dît qu'il fallait à tout prix aujourd'hui même remettre Amalia Ivanovna à sa place, sinon elle pourrait s'imaginer Dieu sait quoi. En attendant, elle se montra seulement froide avec elle. Un autre désagrément contribua aussi à irriter Katerina Ivanovna. Aucun locataire ne fut présent à l'enterrement. Le petit Polonais fit exception. Il fut seul à se rendre au cimetière. Par contre, l'heure du repas vit arriver les plus insignifiants et les plus pauvres d'entre les locataires, dont beaucoup étaient déjà gris. De la racaille, en somme. Les plus âgés et les plus importants manquèrent tous, comme s'ils s'étaient entendus d'avance. Piotr Petrovitch Lougine, le plus important des locataires, pouvait-on dire, était absent. Et Katerina Ivanovna avait déclaré hier à qui voulait l'entendre, c'est-à-dire à Amalia Ivanovna, à Polechka, à Sonia et au petit Polonais, que cet homme noble et généreux, pourvu de puissantes relations et d'une fortune considérable, ancien ami de feu son mari, qui avait été reçu dans la maison de son père, que cet homme avait promis de mettre tout en œuvre pour lui procurer une importante pension. Remarquons ici que si Katerina Ivanovna vantait la qualité et la fortune de ses relations, ce n'était nullement par intérêt ou par calcul. Elle faisait cela de grand cœur, pour le seul plaisir de louer et de donner ainsi plus de valeur à celui qu'elle louait. Ce mauvais garnement de Lebeziatnikov ne vint pas non plus, prenant sans doute exemple sur Lougine. À quoi pense-t-il donc ? On ne l'avait invité que par charité et parce qu'il partageait la chambre de Piotr Petrovitch, étant son ami, et qu'il n'aurait pas été convenable de ne pas l'inviter. Une dame du monde, avec sa fille, déjà âgée, ne vint pas non plus. Elle n'habitait que depuis 2 semaines dans un des garnis d'Amalia Ivanovna, mais elle s'était déjà plainte 2 fois du bruit et des cris qui lui parvenaient de la chambre des Marmeladov, surtout quand le défunt rentrait ivre à la maison. Katerina Ivanovna était mise au courant de ces réclamations par Amalia Ivanovna, lorsqu'elle se querellait avec elle et était menacée d'être expulsée avec toute sa famille.
Amalia Ivanovna lui criait alors à gorge déployée qu'elle dérangeait d'honorables locataires dont elle n'arrivait pas à la cheville. Katerina Ivanovna tint à inviter cette dame dont elle n'arrivait pas à la cheville, d'autant plus que celle-ci se détournait hautainement quand elles se rencontraient, pour lui montrer que les gens honorables et généreux agissent en oubliant les offenses. En outre, elle verrait que Katerina Ivanovna était habituée à une autre existence. Il fallait qu'elle s'explique à ce sujet, ainsi qu'au sujet de la dignité de gouverneur dont allait être investi, au moment de sa mort, son défunt père. Elle devait faire remarquer ensuite indirectement que la dame avait eu tort de se détourner lors de leur rencontre, et que cette façon d'agir était stupide de sa part. Le gros lieutenant-colonel, en réalité capitaine en second retraité, ne vint pas non plus, mais on apprit qu'il était ivre-mort depuis la veille au matin. En définitive, était présent le petit Polonais, un méchant clerc boutonneux, muet comme une carpe, vêtu d'un frac vert et répandant une mauvaise odeur. Ensuite, un petit vieux sourd et presque aveugle qui, jadis, avait été employé dans un bureau de poste et qu'un inconnu entretenait depuis des temps immémoriaux, et Dieu sait pourquoi, chez Amalia Ivanovna. Un lieutenant de réserve, qui était, en fait, un employé d'intendance, arriva déjà ivre, avec un gros rire des plus impolis et, imaginez-vous, sans gilet. Quelqu'un arriva et se mit directement à table, sans même saluer Katerina Ivanovna. Enfin vint un personnage en robe de chambre, faute de vêtements, ce qui était à ce point inconvenant qu'Amalia Ivanovna et le petit Polonais, en joignant leurs efforts, les conduisirent. D'autre part, le petit Polonais amena 2 compatriotes qui n'avaient jamais habité chez Amalia Ivanovna et que personne n'avait jamais vus dans l'appartement. Tout cela irrita considérablement Katerina Ivanovna. Pour qui, en fin de compte, tous ces préparatifs avaient-ils été faits ? On avait même installé les enfants autour du coffre dans le coin du fond, car il ne devait plus y avoir de place à la table qui occupait, du reste, presque toute la pièce. Les 2 petits s'assirent sur le banc et Poletchka, en tant qu'aîné, devait les surveiller, leur donner à manger et les moucher comme des enfants de naissance honorable. En un mot, Katerina Ivanovna se crut obligée de recevoir ses invités avec une importance redoublée et même avec hauteur. Elle jeta un regard particulièrement sévère à certains de ceux-ci et les invita avec emphase à s'asseoir. Estimant, Dieu sait pourquoi, qu'Amalia Ivanovna était responsable des abstentions, elle se mit à la traiter avec une extrême négligence, à tel point que celle-ci le remarqua immédiatement et en fut piquée au plus haut point. Un tel commencement ne présageait pas une bonne fin. Enfin, on fut installé. Raskolnikov entra presque en même temps que 2 qui revenaient de l'enterrement. Katerina Ivanovna fut extrêmement heureuse de son arrivée, tout d'abord parce qu'il était le seul invité cultivé et, comme on le savait déjà, qu'il s'apprêtait à occuper, dans 2 ans, une chaire de professeur à l'université. Ensuite, parce qu'il s'excusa immédiatement et respectueusement de n'avoir pu, malgré tout son désir, venir à l'enterrement. Elle s'empara de lui, l'installa à sa gauche. À sa droite se trouvait Amalia Ivanovna. Et malgré la continuelle agitation et le mal qu'elle se donnait pour surveiller le service et pour veiller à ce que tout le monde ait sa part, malgré la toux douloureuse qui lui coupait à chaque instant la parole, la faisait suffoquer et qui semblait s'être exaspérée ces derniers jours, elle s'adressait continuellement à Raskolnikov, et elle se hâtait de lui dire tous les sentiments qui s'étaient accumulés en elle et toute sa juste indignation à propos du repas de funérailles manqué. Son indignation était souvent remplacée par un rire des plus gais, des plus irrésistibles, qui avait pour objet les invités, mais surtout la logeuse elle-même. « C'est cette perruche qui est la cause de tout. Vous comprenez de qui je veux parler. D'elle, d'elle !» Katerina Ivanovna lui montra la logeuse de la tête. « Regardez-la rouler les yeux. Elle sent qu'on parle d'elle. Elle ne peut comprendre, alors elle roule les yeux. En voilà une chouette !» Elle rit, puis tout sauta. « Que veut-elle montrer avec sa coiffe ?» Elle toussa.
Avez-vous remarqué qu'elle désire que tout le monde pense qu'elle me protège et qu'elle me fait honneur en venant ? Je l'ai priée, comme une honnête femme, d'inviter du monde convenable et particulièrement les amis du défunt. Et regardez donc ce qu'elle m'a amené des paillasses. Des épouvantails. Regardez celui-ci, avec son visage boutonneux. C'est une glaire sur 2 jambes. Et ces petits polonais. Elle rit, puis toussa. Personne ne les a jamais vus ici. Moi non plus. Allons, dites-moi pourquoi sont-ils venus. Ils sont assis dignement côte à côte. Pan, hé ! Cria-t-elle subitement à l'un d'eux. Avez-vous pris des crêpes ? Prenez-en encore. Buvez de la bière. Ne voulez-vous pas du vodka ? Regardez, il a bondi et il fait des courbettes. Regardez, regardez. Ils sont sans doute affamés, les pauvres. Ce n'est rien. Qu'ils mangent. Au moins, ils ne font pas de bruit. Mais j'avoue, j'ai peur pour les couverts d'argent de la logeuse. Amalia Ivanovna, dit-elle soudain à celle-ci, presque à haute voix, si jamais les cuillères disparaissent, je n'en suis pas responsable. Je vous en avertis. Elle rit, puis elle s'adressa de nouveau à Raskolnikov en lui montrant la logeuse de la tête, toute heureuse de sa plaisanterie. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Elle est assise, la bouche ouverte. Regardez, une chouette, une vraie chouette, une chouette avec des rubans neufs. Elle rit. Ici, son rire se transforma de nouveau en une toux douloureuse qui dura 5 minutes. Un peu de sang tacha le mouchoir, la sueur perla à son front. Sans mot dire, elle montra le sang à Raskolnikov et, reprenant avec peine son haleine, elle se mit immédiatement à chuchoter avec une extraordinaire animation. Des taches rouges lui avaient coloré les joues. « Pensez que je lui ai confié la mission la plus délicate. Inviter cette dame et sa fille, vous voyez de qui je veux parler. Il fallait agir le plus finement, le plus habilement possible, et elle a fait cela d'une telle façon que cet imbécile, cette nouvelle arrivée, cette hautaine créature, cette misérable provinciale, pour la seule raison qu'elle est une quelconque veuve de major, parce qu'elle est venue ici pour se procurer une pension et encombrer les antichambres administratives, qu'elle se teint les cheveux, se poudre et se farde, c'est connu, malgré ses 50 ans. Eh bien, c'est cette femme qui a trouvé bon de ne pas venir, et elle ne s'est même pas fait excuser. Ce qu'exigeait la plus élémentaire politesse dans ce cas-là. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Piotr Petrovitch n'est pas venu non plus. Mais où est Sonia ? Où est-elle partie ? Ah, la voilà, enfin. Où as-tu été, Sonia ? Il est étrange que tu sois si peu ponctuelle aux funérailles de ton père. Rodion Romanovitch, faites-lui place à côté de vous. Voici ta place, Zonetchka. Que veux-tu ? Prends plutôt du poisson à la gelée. On va apporter les crêpes tout de suite. A-t-on servi les enfants ? Poletchka, avez-vous tout ce qu'il faut ? Elle toussota. C'est bien. Sois sage, Linia. Et toi, Kolya, ne balance pas les jambes. Conduis-toi comme un enfant de bonne famille doit se conduire. Que dis-tu, Sonetchka ? Sonia se hâta de lui faire part des excuses de Piotr Petrovitch, en essayant de parler à voix haute pour que tout le monde pût entendre et en recherchant les expressions les plus choisies et les plus respectueuses, expressions qu'elle inventa ou qu'elle orna au nom de Piotr Petrovitch. Elle ajouta que Piotr Petrovitch avait particulièrement insisté pour qu'elle n'oubliât pas de dire qu'à la première possibilité, il viendrait lui-même pour parler d'affaires seul à seul et convenir de ce qu'il fallait faire et entreprendre par la suite, etc., etc. Sonia savait que cela apaiserait Katerina Ivanovna, que cela la flatterait et surtout que son orgueil serait satisfait. Elle s'assit près de Raskolnikov, auquel elle fit un salut hâtif et lui jeta un regard curieux. Le reste du temps, elle évita de le regarder et ne lui parla pas. Elle était même distraite, quoiqu'elle ne quittât pas Katerina Ivanovna des yeux pour deviner ses désirs et lui être agréable. Ni elle, ni Katerina Ivanovna n'étaient en deuil, faute de vêtements. Sonia portait une robe brune, choisie pour sa teinte sombre. Katerina Ivanovna avait mis son unique robe. C'était une robe d'indienne, de couleur sombre, avec des rayures.
Katerina Ivanovna ne fit aucune difficulté pour accueillir le message de Piotr Petrovitch comme quelque chose d'absolument normal. Après avoir écouté Sonia avec un air important, elle lui demanda comment se portait Piotr Petrovitch. Ensuite, elle déclara presque à haute voix à Raskolnikov qu'en effet, il aurait été bizarre, pour un homme posé comme Piotr Petrovitch, de tomber dans une compagnie aussi invraisemblable, malgré tout son dévouement à la famille et son ancienne amitié avec son père. « Voici la raison pour laquelle je vous suis spécialement reconnaissante, Rodion Romanovitch, de n'avoir pas fait fi de mon hospitalité, même dans de telles conditions, ajouta-t-elle presque à haute voix. Du reste, je suis sûre que ce n'est que votre amitié pour le défunt qui vous a incité à tenir parole. » Ensuite, elle jeta un coup d'œil fier et digne à ses invités et demanda soudain, avec une sollicitude particulière, à haute voix, au petit vieillard sourd, s'il ne voulait plus de viande et si on lui avait donné du porto. Le petit vieux ne répondit pas et ne comprit d'abord ce qu'on lui demandait, quoique ses voisins lui eussent donné des coups de coude pour rire. Il regardait seulement autour de lui, la bouche ouverte, ce qui excita encore la gaieté générale. « Regardez-moi ce butor. Regardez, regardez. Pourquoi l'a-t-on amené ? Quant à Piotr Petrovitch, j'avais toujours eu confiance en lui, continua Katerina Ivanovna en s'adressant à Raskolnikov. Et, évidemment, il ne ressemble pas, dit-elle à voix haute et tranchante, en se tournant vers Amalia Ivanovna, ce qui fit même peur à celle-ci. Il ne ressemble pas à vos baudruches empanachées que l'on n'aurait pas acceptées à la cuisine de papa. Mon défunt mari leur aurait évidemment fait honneur en les recevant, ce qui n'aurait été dû qu'à son inépuisable bonté. Oui, il aimait boire. Oui, vraiment, il buvait parfois, cria tout à coup l'ancien employé d'intendance après avoir vidé son 12e verre. Feu mon mari avait, en effet, cette faiblesse, et tout le monde le sait, s'écria Katerina Ivanovna en se retournant vivement vers l'employé. Mais c'était un homme bon et généreux qui aimait et qui estimait ses proches. Ce qui était mal, c'est qu'il se confiait à toutes sortes de vicieux, et Dieu sait avec qui il buvait. Des gens qui ne valaient pas la semelle de ses souliers. Imaginez-vous, Rodion Romanovitch, qu'on a trouvé un petit coq en pain d'épices dans sa poche. Il rentrait ivre-mort et il avait pensé aux enfants. « Un petit coq ? Vous avez dit un petit coq ?» cria le monsieur de l'intendance. Katerina Ivanovna ne daigna pas répondre. Elle devint pensive et soupira. « Vous pensez sans doute, comme les autres, que j'étais trop sévère pour lui, » continua-t-elle en s'adressant à Raskolnikov. « Mais ce n'est pas ainsi du tout. Il me respectait beaucoup. C'était un homme très bon, et j'en avais tellement pitié, parfois. Il lui arrivait de rester assis dans un coin à me regarder, et j'avais tellement envie alors de le caresser, d'être gentille avec lui, et puis je pensais, si je le caresse, il va de nouveau se saouler. On ne pouvait le tenir qu'à force de sévérité. »« Ouais, il se faisait secouer la tignasse. Cela arriva plus d'une fois, » beugla de nouveau l'employé d'intendance en se versant encore un verre de vodka dans le gosier. « À certains imbéciles, il ne suffirait pas de secouer la tignasse. Il faudrait leur donner du balai pour bien faire. Je ne parle pas du défunt maintenant, » coupa Katerina Ivanovna. Les taches rouges de ses joues devenaient de plus en plus marquées. Elle haletait, elle était prête à commencer une querelle. Beaucoup riaient, beaucoup trouvaient cela très plaisant. On pressait l'employé d'intendance, on lui chuchotait quelque chose. On voulait, de toute évidence, les mettre aux prises. « Permettez-moi de vous demander, mesdames, de quoi vous voulez parler ?» commença l'employé. « Je veux dire, de qui parlez-vous ? Bah, après tout, laissons ça. Bêtise. Et une veuve. Je pardonne. Parole !» Il s'envoya encore un verre de vodka. Raskolnikov écoutait silencieusement et avec dégoût. Il ne mangeait que par politesse, touchant à peine aux morceaux que Katerina Ivanovna glissait constamment dans son assiette. Il avait peur de la froisser. Il observait Sonia avec attention. Celle-ci devenait de plus en plus inquiète et préoccupée. Elle pressentait aussi
que le repas finirait mal, et elle suivait avec effroi l'irritation croissante de Katerina Ivanovna. Elle savait, entre autres, qu'elle, Sonia, était la cause principale de ce que les dames nouvellement arrivées avaient reçu avec tant de mépris l'invitation de Katerina Ivanovna. Elle avait appris d'Amalia Ivanovna que la mère s'était même offusquée d'avoir été invitée, et qu'elle avait demandé « Comment aurait-elle pu faire asseoir sa fille à côté de cette demoiselle ?» Sonia pressentait que Katerina Ivanovna était déjà informée de cela et savait qu'une offense qu'on lui aurait faite signifiait davantage pour sa belle-mère qu'une offense faite à elle-même, à ses enfants, à son père, que c'était en un mot une offense mortelle et qu'elle ne se tranquilliserait pas avant d'avoir prouvé à ses baudruches qu'elles étaient, etc., etc. Comme par un fait exprès, quelqu'un envoya à Sonia une assiette ornée de 2 cœurs percés d'une flèche, pétrie en mie de pain noir. Katerina Ivanovna rougit violemment et remarqua tout de suite à haute voix que celui qui avait envoyé cela était un baudet ivre. Amalia Ivanovna, qui pressentait aussi que quelque chose de désagréable allait arriver, et profondément blessée, en outre, par l'arrogance de Katerina Ivanovna, voulut dissiper l'atmosphère tendue en attirant ailleurs l'attention de la compagnie et par la même occasion relever son prestige. Elle se mit, tout à coup, à raconter qu'un de ses amis, Karl l'apothicaire, avait pris un fiacre la nuit, et que le cocher foulait le touer et que Karl le demandait beaucoup, de ne pas l'y touer, et il pleurait et il mettait ses mains ensemble, et il effrayait, et la peur lui avait le cœur crevé. Katerina Ivanovna, quoiqu'elle sourit, fit remarquer immédiatement qu'Amalia Ivanovna avait tort de vouloir déjà raconter des anecdotes en russe. Celle-ci se froissa encore davantage et objecta que son Vater aus Berlin était un très important personne et qu'il a fait toujours les mains dans tes poches. Katerina Ivanovna, qui avait naturellement le rire prompt, ne résista pas et s'esclaffa, si bien qu'Amalia Ivanovna put à peine se maîtriser. « Ah voilà, une chouette !» chuchota tout de suite Katerina Ivanovna, presque égayée, à Raskolnikov. Elle a voulu dire qu'il gardait les mains en poche, et l'on a compris qu'il les fourrait dans les poches des autres. Elle toussauta. « Et avez-vous remarqué, Rodion Romanovitch, que tous ces étrangers qui habitent Pétersbourg, c'est-à-dire surtout des Allemands, et qui nous arrivent Dieu sait d'où, sont plus bêtes que nous. Allons, convenez-en. Peut-on raconter que Karl l'apothicaire a crevé son cœur avec sa peur, et qu'au lieu de ligoter le cocher, il mettait ses mains ensemble, le morveux, et il pleurait, et il beaucoup demandait. Ah, la chouette! Le plus fort, c'est qu'elle pense que c'est très touchant, et ne soupçonne pas à quel point elle est bête. À mon avis, cet employé ivre est beaucoup plus intelligent qu'elle. Au moins, voit-on que c'est un ivrogne, qu'il a noyé son esprit dans l'alcool, tandis que ceux-ci sont tellement cérémonieux, tellement sérieux. Regardez-la rouler les yeux. Elle enrage, elle enrage. Elle rit et puis se mit à tousser. Toute gaie, Katerina Ivanovna parla d'une foule de détails et, tout à coup, elle se mit à raconter comment, grâce à la pension qu'elle allait obtenir, elle ouvrirait dans sa ville natale de T une institution pour jeunes filles de bonne famille. Raskolnikov n'avait pas encore appris cela par elle et Katerina Ivanovna entra tout de suite dans les descriptions les plus séduisantes. Le bulletin d'éloge, dont feu Marmeladov avait parlé à Raskolnikov en lui expliquant, au débit de boisson, que sa femme, Katerina Ivanovna, à la fin de ses études à l'Institut, avait dansé parée d'un châle devant le gouverneur et d'autres personnalités, apparut Dieu sait comment entre ses mains. Il se mit à circuler parmi les convives énivrés, ce à quoi Katerina Ivanovna ne s'opposa pas, parce qu'en effet, il y était indiqué en toutes lettres qu'elle était la fille d'un conseiller de cour et chevalier et que, par conséquent, elle était en effet presque fille de colonel. Katerina Ivanovna
tout agitée, s'étendit sur les détails de la vie magnifique et paisible qu'elle mènerait à T. Elle parla des professeurs de collège qu'elle inviterait à donner des leçons dans sa pension, d'un respectable vieillard, le français Mangot, qui lui avait appris le français à l'Institut et qui finissait ses jours à T, et qui consentirait à donner des leçons pour fort peu de choses. Elle en arriva alors à Sonia, qui irait à T, avec Katerina Ivanovna, et qui allait l'aider en tout. Mais ici, quelqu'un s'esclaffa au bout de la table. Katerina Ivanovna essaya de faire semblant de n'avoir pas remarqué les rires qui fusèrent, haussa immédiatement la voix et se mit à vanter avec animation les indiscutables aptitudes de Sofia Semyonovna à lui servir d'aide, à louer son humilité, sa patience, son esprit de sacrifice, sa noblesse et sa culture. Elle tapota sa joue et, se soulevant de sa chaise, l'embrassa ardemment 2 fois. Sonia rougit violemment et Katerina Ivanovna fondit tout à coup en larmes, pensant, à part soi, qu'elle était une sotte à caractère faible, qu'elle n'était que trop énervée déjà, qu'il était temps de terminer, et que, comme le repas était fini, on allait servir le thé. À cet instant, Amalia Ivanovna, définitivement offusquée de ce qu'elle n'avait pas pris la moindre part à la conversation et qu'on ne l'écoutait même pas, se décida soudain à faire une dernière tentative et, avec une secrète angoisse, risqua auprès de Katerina Ivanovna une remarque extrêmement pratique et profondément pensée sur le fait qu'il faudrait accorder une attention spéciale dans la future pension au linge propre des demoiselles, dit Vèche, et qu'il faudra nécessaire un brove dame, dit Dame. Avoir pour recarter, après le linge, et encore que faire attention te jeune demoiselle pas lire roman la nuit. Katerina Ivanovna, qui était en effet énervée et extrêmement fatiguée, et que le repas de funérailles commençait à excéder, coupa tout de suite la parole à Amalia Ivanovna en lui déclarant qu'elle racontait des sornettes, qu'elle ne comprenait rien à rien, que dit Vèche incombait à l'économie et non à la directrice d'une honorable pension, qu'en ce qui concerne la lecture des romans, il n'était même pas convenable de soulever une pareille question, et que, par conséquent, elle la priait de se taire. Amalia Ivanovna devint toute rouge, et, furieuse, remarqua qu'elle n'avait que du bien voulu, et qu'elle avait très beaucoup de bien voulu, et que, pour l'appartement, elle depuis longtemps pas de geld payé avait. Katerina Ivanovna la rabroua immédiatement en lui déclarant qu'elle mentait en disant qu'elle n'avait que du bien voulu, parce que hier, tandis que le défunt reposait encore sur la table, elle l'avait tourmenté au sujet du loyer. À ceci, Amalia Ivanovna répondit avec raison que elle invite les autres dames et que les autres dames ne voulaient jamais venir car les autres dames sont honorables dames et qu'elles, tant maison pas honorables, ne peuvent pas venir. Katerina Ivanovna lui fit tout de suite remarquer qu'étant donné qu'elle était une moins que rien, elle ne pouvait juger de ce qu'est la vraie honorabilité. Amalia Ivanovna ne put supporter cela et déclara que son Vaterhaus Berlin était très, très important homme et tous les 2 mains, tant les poches marchaient et il faisait toujours pouf, pouf. Et pour mieux démontrer comment faisait son Vater, Amalia Ivanovna se leva d'un bond, fourra ses mains en poche, gonfla les joues et se mit à émettre des sons indéterminés, pareils à pouf, pouf, ce qui provoqua le rire général de tous les locataires qui l'excitaient en pressentant la bagarre. Mais c'en était trop, et Katerina Ivanovna déclara à la ronde qu'Amalia Ivanovna n'avait peut-être jamais eu de Vater et qu'elle n'était sans doute qu'une Finlandaise de Pétersbourg, une ivrogniesse qui avait été probablement cuisinière quelque part ou peut-être même quelque chose de pire. Amalia Ivanovna devint rouge comme une écrevisse et hurla que peut-être Katerina Ivanovna n'a jamais eu Vater, mais qu'elle a fait Vaterhaus Berlin et il avait une fraque comme ça long et il faisait toujours pouf, pouf, pouf. Katerina Ivanovna remarqua avec mépris que ses origines à elle étaient connues de tous
et qu'il était marqué en lettres d'imprimerie sur le bulletin d'éloge que son père était colonel, tandis que le père d'Amalia Ivanovna, si seulement elle avait eu un père, était probablement un quelconque Finnois de Pétersbourg, qu'il vendait sans doute du lait. Mais le plus probable était qu'elle n'avait pas de père du tout, parce qu'on ne savait pas jusqu'ici comment on devait appeler Amalia Ivanovna. Ivanovna ou Ludwigovna? Ici, Amalia Ivanovna, à bout, asséna un coup de poing sur la table et se prit à hurler qu'elle était Amal Ivan et non Ludwigovna, que son facteur s'appelait Johann et était Bürgermeister, et que le facteur de Katerina Ivanovna, jamais Bürgermeister, n'était. Katerina Ivanovna se leva, et d'une voix sévère et apparemment calme, quoiqu'elle fût toute pâle et haletante, remarqua que si elle osait mettre ne fût-ce qu'une fois encore son misérable facteur et son papa à elle sur le même pied, alors elle, Katerina Ivanovna, lui arracherait sa coiffe et la piétinerait. Entendant cela, Amalia Ivanovna se mit à courir à travers la chambre en criant aussi fort qu'elle le pouvait qu'elle était la maîtresse ici et que Katerina Ivanovna devait, à la minute, partir dehors. Ensuite, elle se mit à ramasser précipitamment les cuillères d'argent de la table. Il y eut des cris et du bruit. Les enfants fondirent en larmes. Sonia se précipita vers Katerina Ivanovna pour la retenir. Mais Amalia Ivanovna cria soudain quelque chose à propos de la carte jaune, et Katerina Ivanovna, repoussant Sonia, s'élança vers Amalia Ivanovna pour mettre sa menace à exécution. À cet instant, la porte s'ouvrit et Piotr Petrovitch Lougine apparut sur le seuil de la chambre. Il regardait la compagnie d'un regard sévère et attentif. Katerina Ivanovna se précipita vers lui. Chapitre 3 de la 5e partie. « Piotr Petrovitch !» s'exclama-t-elle. « Protégez-moi, vous au moins !» Persuadez cette stupide créature qu'elle n'a pas le droit d'agir ainsi avec une honorable dame dans la détresse, puisqu'il y a une justice. J'irai chez le général-gouverneur lui-même. Elle répondra de... En mémoire de l'hospitalité de mon père, protéger les orphelins. « Permettez, madame, permettez, madame, » se défendait Piotr Petrovitch. « Je n'ai jamais eu l'honneur de connaître votre père, comme vous le savez vous-même. Permettez, madame. » Quelqu'un se mit à rire très haut. D'autre part, je ne suis pas disposé à intervenir dans vos querelles avec Amalia Ivanovna. Je viens parce que j'ai affaire. Et que je désire avoir une explication, immédiatement, avec votre belle-fille, Sofia Ivanovna. Est-ce ainsi ? Permettez-moi de passer. Et Piotr Petrovitch, contournant Katerina Ivanovna, s'avança vers le coin où se trouvait Sonia. Katerina Ivanovna était restée sur place, comme pétrifiée. Elle ne parvenait pas à comprendre comment Piotr Petrovitch avait pu renier l'hospitalité de son papa. Cette hospitalité, une fois qu'elle l'eut imaginée, elle y avait cru comme à un dogme. Le ton grave, sec, plein de menaces et de mépris qu'avait adopté Piotr Petrovitch l'avait aussi stupéfiée. Tous, d'ailleurs, se turent peu à peu à son arrivée. En outre, cet homme d'affaires sérieux tranchait par trop sur le reste de la compagnie, et il était visible qu'il venait pour une affaire grave, qu'une raison extraordinaire l'avait forcé à se mêler à une telle société et que, par conséquent, quelque chose allait arriver. Raskolnikov, qui était debout près de Sonia, se recula pour le laisser passer. Piotr Petrovitch sembla ne pas le remarquer du tout. Un moment après, Lebeziatnikov apparut à son tour sur le seuil. Il n'entra pas, mais il s'arrêta, visiblement curieux, presque étonné. Il semblait que quelque chose restait incompréhensible pour lui. « Excusez-moi de vous déranger, mais l'affaire est assez importante, » déclara Piotr Petrovitch sans s'adresser spécialement à personne. « Je suis content de parler en public. »« Amalia Ivanovna, je vous prie, en votre qualité de propriétaire de l'appartement, de prêter une oreille attentive à ma conversation avec Sofia Ivanovna. Sofia Ivanovna,
continua-t-il, s'adressant directement à Sonia, qui était extrêmement effrayée et troublée. Un billet de banque d'une valeur de 100 roubles a disparu de ma table, dans la chambre de mon ami Andreï Semyonovitch Lebeziatnikov, immédiatement à la suite de votre visite. Si vous savez, de quelque manière que ce soit, ce que ce billet est devenu, et si vous nous dites où il se trouve à présent, je vous donne ma parole d'honneur, j'en prends tout le monde à témoin, que l'affaire restera sans suite. Dans le cas contraire, je serai contraint de prendre des mesures fort sévères, et alors, prenez-vous-en à vous-même. Un silence absolu régnait dans la chambre. Même les pleurs des enfants s'étaient tus. Sonia était mortellement pâle. Elle regardait Lougine et ne pouvait rien répondre. Elle semblait ne pas comprendre encore. Quelques secondes passèrent. « Alors ?» demanda Piotr Petrovitch en la regardant fixement. « Je ne sais pas. J'ignore tout, » prononça enfin Sonia d'une voix éteinte. « Ah, vous ignorez tout ?» redemanda Lougine, et il se tut encore quelques secondes. « Réfléchissez, mademoiselle, » reprit-il sévèrement en continuant encore à l'exhorter. « Réfléchissez-y. Je vous accorde quelques instants pour réfléchir. Veuillez observer que si je n'étais pas si sûr de ce que j'avance, je n'aurais pas risqué, étant donné mon expérience, de vous accuser aussi formellement, car j'aurais eu à répondre, dans un certain sens, de vous avoir accusé ainsi d'une façon calomnieuse ou erronée en public. Je le sais. Ce matin, j'ai changé, pour des raisons personnelles, des obligations pour un montant de 3000 roubles. L'opération a été notée dans mon carnet. Arrivé chez moi, je me suis mise à compter l'argent. Andreï Semyonovitch en est témoin, et ayant compté 2300 roubles, je les ai mis dans mon portefeuille, et le portefeuille dans la poche latérale de ma redingote. Il restait sur la table près de 500 roubles en billets de banque, et, entre autres, 3 billets de 100 roubles. Alors, vous êtes arrivé, sur ma demande, et vous avez été extrêmement troublé tout le temps que vous êtes resté chez moi, à ce point que, par 3 fois au cours de la conversation, vous avez voulu vous lever et partir, quoique notre entretien ne fût pas terminé. Andreï Semyonovitch appuiera tous mes dires. Vous ne refuserez probablement pas, mademoiselle, de confirmer que je vous ai demandé, par l'intermédiaire d'Andreï Semyonovitch, de venir chez moi pour vous entretenir de la situation pénible de votre parente, Katerina Ivanovna, à l'invitation de laquelle je n'ai pu me rendre, et du fait qu'il serait bien utile d'organiser quelque chose dans le genre d'une souscription ou d'une loterie en sa faveur. Vous m'avez remercié, et vous avez même versé une larme. Je vous raconte tout cela, premièrement pour vous le rappeler, et secondement pour vous montrer que pas un infime détail de cette scène ne m'a échappé et ne s'est effacé de ma mémoire. Ensuite, j'ai pris un billet de banque de 10 roubles sur la table, et je vous l'ai donné dans l'intérêt de votre parente, et en tant que premier secours. Andreï Semyonovitch a vu tout cela. Ensuite, je vous ai reconduite jusqu'à la porte, et vous étiez toujours aussi troublé. Après quoi, resté seul à seul avec Andreï Semyonovitch, j'ai parlé près de 10 minutes avec lui. Puis celui-ci est sorti. Je suis revenu à la table où se trouvait l'argent, dans le but de le compter et de le mettre de côté comme je me l'étais proposé. À mon grand étonnement, j'ai vu qu'un billet de 100 roubles manquait. Veuillez réfléchir. De toute façon, je ne puis soupçonner Andreï Semyonovitch. J'aurais même honte de supposer une pareille chose. Je n'ai pu me tromper dans mes calculs, parce qu'un instant avant votre arrivée, j'avais trouvé le total exact en achevant mes comptes. Convenant qu'étant donné votre trouble, votre hâte de partir, le fait que vous aviez tenu pendant quelque temps vos mains sur la table, prenant enfin en considération votre position sociale et les habitudes y afférentes, j'ai été contraint, avec épouvante, pour ainsi dire, et contre ma volonté, de vous soupçonner, ce qui est évidemment cruel, mais justifié. J'ajoute et je répète que, malgré toute mon évidente assurance, je comprends qu'il y ait un risque dans ma présente accusation. Mais vous voyez que je n'ai pas hésité en vain. Je me suis élevé contre cet acte, et je vous dirai pourquoi uniquement à cause de votre noire ingratitude, mademoiselle. Comment ? Je vous convoque pour le grand bien de votre pauvre parente, je vous présente une aumône de 10 roubles, aumône en rapport avec mes moyens, et vous me payez en retour, à l'instant même, à l'endroit même, par un tel acte ? Ce n'est pas bien. Une leçon est nécessaire.
Réfléchissez bien. En outre, je vous prie, comme si j'étais votre sincère ami, car vous ne pourriez avoir de meilleur ami en cette minute, de comprendre où se trouve votre intérêt. Sinon, je serais impitoyable. Alors ? Je n'ai rien pris chez vous, chuchota Sonia, épouvantée. Vous m'avez donné 10 roubles, les voici, prenez-les. Sonia sortit son mouchoir de sa poche, trouva le nœud, le défit, prit le billet de 10 roubles et le tendit à Lougine. Alors, vous persistez à ne pas reconnaître le vol des 100 roubles, prononça-t-il avec reproche et insistance, sans accepter le billet. Sonia regarda autour d'elle. Elle était entourée de visages terribles, sévères, railleurs. Elle jeta un coup d'œil à Raskolnikov. Celui-ci était debout près du mur, les bras croisés, et il la regardait d'un regard brûlant. « Oh, mon Dieu !» s'écria Sonia comme malgré elle. « Amalia Ivanovna, il faudrait appeler la police. En attendant, je vous prie d'envoyer chercher le portier, » dit Lougine d'une voix grave et même aimable. « Gott dem Barmherzige ! Je savais bien, elle, follet !» s'écria Amalia Ivanovna en frappant ses mains l'une contre l'autre. « Vous le saviez bien ?» enchaîna Lougine. « Vous avez donc eu précédemment des raisons de conclure dans ce sens. Je vous prie, très honorable Amalia Ivanovna, de vous rappeler ces paroles qui, du reste, ont été prononcées devant témoins. » Tout le monde se mit à parler à haute voix. Des mouvements se produisirent. « Comment ?» s'écria soudain Katerina Ivanovna en reprenant tout à coup ses esprits. « Comment ? Vous l'accusez de vol ? Sonia ? Oh, les lâches ! Les lâches !» Et se précipitant vers Sonia, elle l'entoura de ses bras desséchés et la serra comme dans un étau. « Sonia, comment as-tu osé accepter 10 roubles de lui ? Ah, la sotte ! Donnez-les ici. Donne immédiatement ces 10 roubles. Voici !» Arrachant le billet des mains de Sonia, Katerina Ivanovna le froissa et le jeta d'un revers à la figure de Lougine. La boule de papier l'atteignit à l'œil et roula par terre. Amalia Ivanovna se précipita pour ramasser l'argent. Piotr Petrovitch se fâcha. « Retenez cette folle !» cria-t-il. Sur le seuil, à cet instant, apparurent d'autres personnes, parmi lesquelles on pouvait voir les 2 dames nouvellement arrivées. « Comment ? Folle ? C'est moi la folle ? Imbécile !» hurla Katerina Ivanovna. « C'est toi, l'imbécile, crochet de prétoire, vil individu. Et c'est Sonia qui lui prendrait son argent. C'est Sonia qui serait la voleuse. Mais elle te montrera encore de quel bois elle se chauffe, imbécile !» Katerina Ivanovna partit d'un rire hystérique. « Avez-vous vu un imbécile pareil ?» criait-elle, se jetant à droite et à gauche en montrant Lougine. « Comment ? Et toi aussi ?» s'écria-t-elle en apercevant la logeuse. « Toi aussi tu es de mèche, charcutière. Toi aussi tu le soutiens. Tu dis qu'elle follet, infâme patte de poulet prussienne en crinoline. Oh, vous ! Elle n'a pas quitté cette pièce depuis qu'elle est revenue de chez toi, infâme individu. Elle s'est assise à côté de Rodion Romanovitch. Fouillez-la. Puisqu'elle n'est pas sortie, l'argent doit être sur elle. Cherche donc, cherche, cherche. Seulement, si tu ne trouves pas, mon petit, alors tu m'excuseras, mais il faudra répondre de l'accusation. Alors j'irai chez Sa Majesté, j'irai me jeter aux pieds du tsar miséricordieux. Aujourd'hui même, à l'instant. Je suis une orpheline. Ils me laisseront passer. Tu crois qu'ils ne me laisseront pas passer ? Tu radotes. J'y parviendrai, j'y parviendrai. Tu as compté sur le fait qu'elle est humble et douce. C'est là-dessus que tu as fondé tes espoirs. En revanche, moi, j'ai de la poigne. Tu le verras. Cherche donc, cherche, cherche, allons, cherche. Et Katerina Ivanovna, en rage, secouait Lougine en le traînant vers Sonia. « Je suis prêt, je répondrai. Mais calmez-vous, madame, calmez-vous. Je ne vois que trop que vous avez de la poigne. Comment est-il possible de la fouiller ?» bredouillait Lougine. « Il faut le faire en présence de la police. Quoiqu'en somme, il y ait plus qu'assez de témoins. Je suis prêt, mais en tout cas, il est difficile à un homme, à cause du sexe. Si Amalia Ivanovna voulait donner un coup de main. Mais la chose ne se fait pas ainsi. Comment va-t-on faire ?
La fouille qui veut, criait Katerina Ivanovna. Sonia, retourne tes poches. Voici, voici. Regarde, monstre. Voilà, elle est vide. Il y avait un mouchoir là. La poche est vide, tu vois? Voici l'autre poche. Voici, voici, voici. Tu vois, tu vois. Katerina Ivanovna manqua d'arracher les deux poches en les retournant violemment l'une après l'autre. Mais un morceau de papier tomba de la seconde poche, la poche droite, et atterrit au pied de Lougine après avoir décrit une parabole dans l'air. Tous l'avaient vu. Beaucoup jetèrent un cri. Piotr Petrovitch se baissa, saisit le papier entre deux doigts, le montra à tous et le déplia. C'était un billet de banque de 100 roubles plié en 8. Piotr Petrovitch se tourna en offrant le billet au regard de tous. « Voleuse! Hors de l'appartement! Politsaï! Politsaï !» hurla Amalia Ivanovna. « Il faut les chasser! En Sibérie! Dehors !» Des exclamations vinrent de toutes parts. Raskolnikov se taisait, ne quittant pas Sonia des yeux. De temps en temps, il jetait un bref coup d'œil à Lougine. Sonia restait toujours à la même place, comme inconsciente. Elle ne paraissait même pas étonnée. Soudain, le sang monta à son visage. Elle jeta un cri et se couvrit la figure des mains. « Non, ce n'est pas moi, je n'ai pas volé, je ne sais pas !» cria-t-elle dans un sanglot déchirant, et elle s'élança vers Katerina Ivanovna. Celle-ci la saisit dans ses bras et la serra contre elle de toutes ses forces, comme si elle voulait la protéger contre tous. « Sonia, je ne le crois pas. Tu vois, je ne le crois pas !» criait, malgré l'évidence, Katerina Ivanovna en la secouant dans ses bras comme une enfant, en l'embrassant un nombre incalculable de fois, en attrapant ses mains et en les baisant furieusement. « Et c'est toi qui aurais pris l'argent ? Mais où ont-ils la tête ? Oh mon Dieu, vous êtes stupide, stupide !» criait-elle, en s'adressant à tout le monde. « Non, vous ne savez pas encore quel cœur a cette jeune fille. Quelle jeune fille c'est ? Et c'est elle qui aurait pris l'argent ? Elle ? Mais elle enlèverait sa dernière robe. Elle la vendrait. Elle marcherait pieds nus pour pouvoir vous donner quelque chose si vous en aviez besoin. Voilà comment elle est. Elle a pris la carte jaune parce que mes enfants crevaient de faim. Elle s'est vendue pour nous. Oh, le défunt, mon Dieu. Mais protégez-la donc. Pourquoi restez-vous là sans rien dire ? Pourquoi ne la défendez-vous pas ? Ne la croyez-vous pas non plus, Rodion Romanovitch ? Vous ne valez pas son petit doigt. Vous tous. Mon Dieu, mais défendez-la, enfin !» Les sanglots de la pauvre Katerina Ivanovna, phthisiques, endeuillée, semblèrent produire un grand effet sur le public. Dans ce visage desséché de poitrinaire, tout convulsé par la douleur, dans ces lèvres flétries, souillées de sang coagulé, dans cette voix rauque et criarde, dans ces sanglots pareils à des sanglots d'enfant, dans cet appel au secours si confiant, si enfantin et en même temps si désespéré, il y avait quelque chose de si pitoyable, de si douloureux, que tout le monde avait pitié de la malheureuse. Tout au moins, Piotr Petrovitch sembla immédiatement en avoir pitié. « Madame, madame !» s'exclama-t-il d'un ton qui voulait en imposer. « Ce fait ne vous concerne nullement. Personne ne songe à vous accuser de préméditation ou de complicité, d'autant plus que c'est vous-même qui avez fait découvrir la preuve du vol en retournant la poche. Par conséquent, vous ne saviez rien. Je suis tout prêt à comprendre son acte, si c'est la misère qui a poussé Sofia Semyonovna. Mais alors, pourquoi ne vouliez-vous pas avouer, mademoiselle ? Vous aviez peur de la honte ? Du premier pas ? Vous aviez perdu la tête, peut-être ? C'est compréhensible. Mais alors, pourquoi vous mettre dans une situation pareille ? Messieurs, dit-il à tous ceux qui étaient présents, messieurs, regrettant ce qui est arrivé et compatissant au malheur, je me déciderai bien à pardonner même maintenant, malgré les offenses personnelles que j'ai reçues. Que la honte présente vous serve de leçon pour l'avenir, mademoiselle, dit-il, s'adressant à Sonia, et je ne pousserai pas les choses plus loin. Je ne vous poursuivrai pas. Cela suffit. Piotr Petrovitch jeta un regard de biais à Raskolnikov. Leurs yeux se rencontrèrent.
Le regard brûlant de Raskolnikov était prêt à réduire Loujine en cendres. Katerina Ivanovna semblait ne plus rien entendre, ni ne plus rien voir. Elle embrassait Sonia comme une folle. Les enfants avaient aussi enlacé Sonia de leurs petits bras. Quant à Poletchka, qui, du reste, ne comprenait pas tout à fait de quoi il s'agissait, elle sanglotait convulsivement en cachant son joli petit visage contre l'épaule de Sonia. « Comme c'est bas !» dit soudain une forte voix retentissant sur le seuil. Piotr Petrovitch se retourna vivement. « Quelle bassesse !» répéta Lebeziatnikov en le regardant fixement dans les yeux. Il sembla bien que Piotr Petrovitch avait frissonné. Tout le monde le remarqua. Tous s'en souvinrent plus tard. Lebeziatnikov fit un pas dans la chambre. « Et vous avez osé me citer comme témoin ?» dit-il à Piotr Petrovitch en s'approchant de lui. « Que signifie Andreï Semyonovitch ? De quoi voulez-vous parler ?» bredouilla Loujine. « Cela signifie que vous êtes un calomniateur. Voilà ce que mes paroles signifient !» prononça ardemment Lebeziatnikov, le regardant sévèrement de ses petits yeux fatigués. Il était terriblement en colère. Raskolnikov riva son regard sur lui et sembla attendre chacune de ses paroles afin de les poser. Piotr Petrovitch, aurait-on dit, avait complètement perdu la tête, surtout au premier moment. « Si c'est à moi que vous, » commença-t-il en bégayant. « Mais qu'avez-vous ? Avez-vous tous vos esprits ? » ?»« J'ai tous mes esprits, et vous êtes un escroc. Oh, comme c'est bas ! J'écoutais, j'attendais expressément pour tout comprendre, parce que, j'avoue, ce n'est pas encore tout à fait clair jusqu'ici. Mais pourquoi avez-vous fait cela ? Ça, je ne le comprends pas. »« Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Cesserez-vous de parler par énigmes stupides ? Ou bien êtes-vous ivre ? C'est vous, vil individu, qui avez peut-être bu, mais pas moi. Je ne bois jamais d'alcool, parce que mes convictions s'y opposent. Imaginez-vous que c'est lui-même, de ses propres mains, qui a donné ce billet de 100 roubles à Sofia Semyonovna. Je l'ai vu, je suis témoin, je suis prêt à prêter serment. C'est lui, répétait Lebeziatnikov en s'adressant à tous et à chacun. Mais vous avez perdu l'esprit, blanc-bec, hurla Loujine. Elle-même, ici devant vous, elle vient de confirmer qu'elle n'a rien reçu de moi, excepté les 10 roubles. Comment donc lui aurais-je donné les 100 roubles après ça ? Je l'ai vu, insistait Lebeziatnikov. Et quoique ce soit opposé à mes convictions, je suis prêt à prêter serment devant n'importe quel tribunal, parce que j'ai vu que vous le lui avez glissé en cachette. Seulement, comme un sot, j'ai cru que vous vouliez faire un bienfait. Lorsque vous avez pris congé d'elle, sur le seuil, elle s'était retournée à demi, et, en lui serrant la main, vous lui avez glissé le billet de l'autre main, tout doucement, dans la poche. Je l'ai vu. Loujine devint blême. « Vous mentez !» s'écria-t-il effrontément. « Comment auriez-vous pu apercevoir le billet de la fenêtre où vous étiez ? Vous avez cru voir, de vos yeux fatigués. Vous divaguez. » Non, je n'ai pas cru voir. Et quoique étant à une certaine distance, j'ai tout vu. Et bien qu'il soit difficile, en effet, de distinguer le billet de la fenêtre, ceci est exact. Je savais pourtant, dans ce cas-ci, que c'était un billet de 100 roubles, parce que, quand vous avez tendu le billet de 10 roubles à Sofia Semyonovna, je l'ai vu. Vous avez pris aussi un billet de 100 roubles sur la table. Cela, je l'ai vu, parce qu'alors j'étais tout près. Et comme cette idée m'est venue en ce moment, je n'ai pas oublié que ce billet est resté dans votre main. Vous l'avez plié et vous l'avez gardé tout le temps. Après, je n'y pensais plus, mais lorsque vous vous êtes apprêté à vous lever, vous l'avez passé de la main droite dans la main gauche, et il manqua de tomber. Alors, je m'en suis souvenu, parce que la pensée me revint, à savoir que vous vouliez, en vous cachant de moi, lui faire un bienfait. Imaginez-vous comme je me suis mis à vous surveiller. Et alors, j'ai vu comment vous lui avez glissé le billet dans la poche. Je l'ai vu, j'en prêterai serment. Lebeziatnikov était prêt à suffoquer. De tous les côtés commençaient à parvenir des exclamations diverses, marquant l'étonnement croissant. Il y eut aussi des menaces. Tous se pressèrent dans la direction de Piotr Petrovitch.
Katerina Ivanovna se précipita vers Lebeziatnikov. « Andrei Semyonovitch, je vous ai mal jugé. Protégez-la. Vous êtes seul à la défendre. C'est une orpheline. C'est Dieu qui vous a envoyé. Andrei Semyonovitch, mon ami, petit père. » Et Katerina Ivanovna, sachant à peine ce qu'elle faisait, se précipita à genoux devant lui. « Sottise !» hurla Lougine, en proie à la rage. « Vous ne racontez que des sottises. J'ai oublié. Je me suis souvenu, j'ai oublié. Qu'est-ce que cela ? Est-ce à dire que je lui ai glissé ce billet intentionnellement ? Pour quelle raison ? Dans quel but ? Qu'ai-je de commun avec cette... Pour quelle raison ? Cela je ne le comprends pas moi-même. Mais c'est l'exacte vérité que j'ai racontée. Et c'est tellement vrai, méprisable et criminel individu, qu'au moment où je vous serrais la main pour vous féliciter, une question s'est posée à moi à ce propos. Pourquoi donc glisser cet argent en cachette ? Était-ce vraiment parce que vous vouliez me le cacher, sachant que ce n'était pas mon opinion et que je renie la bienfaisance privée qui ne guérit rien d'une façon radicale ? Bon, alors j'ai décidé que vous étiez réellement gêné de faire cette charité en ma présence et qu'en outre, ai-je pensé, vous vouliez lui faire une surprise, l'étonner par la trouvaille de 100 roubles qu'elle ferait dans sa poche. Parce que certains bienfaiteurs aiment à dissimuler ainsi leurs bienfaits, je le sais. Alors j'ai aussi pensé que vous vouliez l'éprouver, c'est-à-dire voir si elle reviendrait pour vous remercier. Ensuite, que vous vouliez éviter sa reconnaissance et faire en sorte que, eh bien, comme on dit, que la main droite ne sache pas ce que fait la main gauche. En un mot, d'une façon... En somme, pas mal de pensées me sont venues alors en tête, mais j'ai décidé d'y réfléchir par après. Mais j'ai pensé qu'il serait quand même indélicat de vous dévoiler que je connaissais votre secret. Mais pourtant, une question me vint encore à l'esprit. Qu'adviendrait-il si Sofia Semyonovna perdait l'argent avant d'avoir remarqué sa présence ? Voici pourquoi je me suis décidé à venir ici pour la prendre à part et lui dire qu'on lui avait mis 100 roubles dans la poche. Je me suis arrêté, en passant, dans la chambre de madame Kobylianikov, pour leur remettre un exemplaire de Les déductions générales de la méthode positive, et leur recommander spécialement l'article de Piderit, celui de Wagner aussi, du reste. Après quoi je suis venu ici, et voici ce que je vois. Allons, ces pensées et ces réflexions me seraient-elles venues si je n'avais pas réellement vu que vous avez mis ces 100 roubles dans sa poche ? Lorsque Andrei Semyonovitch eut terminé ses prolixes considérations par une conclusion aussi logique, il en éprouva une grande fatigue. Il avait fait un tel effort que la sueur baignait son visage. Hélas, il ne savait pas s'exprimer convenablement en russe. Du reste, il ne connaissait aucune autre langue. Et l'exploit d'avocat qu'il venait de réaliser l'épuisa complètement. Il semblait même qu'il eût maigri. Néanmoins, son discours fit un effet extraordinaire. Il avait parlé avec tant de feu et de conviction que tout le monde l'avait cru. Piotr Petrovitch sentit que les choses tournaient mal. « Cela m'est bien égal que ces stupides idées vous soient venues à l'esprit, » s'écria-t-il. « Ce n'est pas une preuve. Vous avez pu rêver tout cela, et c'est tout. Mais moi, je vous dis que vous mentez, monsieur. Vous mentez, et vous me calomniez à cause d'une rancune personnelle à mon égard, à savoir... par dépit de ne pas me voir acquiescer à vos thèses sociales et athées de libres penseurs. Voilà !» Mais ce faux fuyant fut sans effet. Au contraire, des murmures s'élevèrent de tous côtés. « Ah, voilà où tu veux en venir !» cria Lebeziatnikov. « Appelle la police, que je prête serment à l'instant. Une seule chose m'échappe. La raison pour laquelle tu t'es risqué à faire cette basse action. Oh, misérable, vil individu !» Je peux expliquer pourquoi il s'est risqué à faire un tel acte et, s'il le faut, je prêterai serment aussi, prononça Raskolnikov d'une voix assurée, et il fit un pas en avant. Il était apparemment ferme et calme. Il devint évident à tout le monde qu'il savait, en effet, de quoi il s'agissait, et qu'on arrivait au dénouement. Maintenant, je m'explique tout parfaitement, continua Raskolnikov en s'adressant directement à Lebeziatnikov. Dès le début de l'histoire, j'avais soupçonné qu'il y avait là quelque abominable piège. Ces soupçons me sont venus à la suite de certains faits que je suis seul à connaître et que je vais expliquer à tous sur le champ.
Il constitue le nœud de l'affaire. C'est votre précieux témoignage, Andreï Semyonovitch, qui m'a permis de tout élucider. Je demande à tous de m'écouter jusqu'à la fin. Ce monsieur, il montra Lougine, a demandé récemment la main d'une jeune fille, la main de ma sœur, pour parler d'une façon plus précise, Avdotia Romanovna, Raskolnikovna. Mais à son arrivée à Pétersbourg, il me rendit visite. C'était la première fois que nous nous voyions, il y a de cela 3 jours. Nous nous sommes alors querellés et je l'ai chassé de chez moi, cela devant 2 témoins. Cet individu est très méchant. Il y a 3 jours, j'ignorais qu'il habitait chez vous, Andreï Semyonovitch, et qu'il avait pu ainsi être témoin le jour même de notre querelle, du fait que j'ai donné à Katerina Ivanovna quelque argent pour les funérailles de son époux, feu M. Marmeladov, en qualité d'ami de ce dernier. Il écrivit immédiatement à ma mère une lettre dans laquelle il l'informait que j'avais donné tout mon argent, non à Katerina Ivanovna, mais à Sofia Semyonovna, et à ce propos, il a fait allusion, de la manière la plus vile, au caractère de Sofia Semyonovna, c'est-à-dire, il a fait allusion au caractère de mes relations avec Sofia Semyonovna. Tout cela avait été fait, vous le comprenez, dans le but de me brouiller avec ma mère et ma sœur, en les persuadant que je dépensais dans un but non honorable l'argent, leur dernier sou, qu'elles m'avaient envoyé pour m'aider. Hier soir, en présence de ma mère, de ma sœur et de lui-même, j'ai rétabli la vérité en prouvant que j'avais remis l'argent à Katerina Ivanovna pour les funérailles, et non à Sofia Semyonovna, que, du reste, je ne connaissais même pas il y a 3 jours. J'avais ajouté que lui, Piotr Petrovitch Lougine, avec toutes ses qualités, ne valait pas le petit doigt de Sofia Semyonovna qu'il calomniait ainsi. À sa question de savoir si je ferais asseoir Sofia Semyonovna à côté de ma sœur, j'ai répondu que je l'avais déjà fait le jour même. Furieux parce que ma mère et ma sœur ne voulaient pas se brouiller avec moi, il en vint, peu à peu, à leur dire d'impardonnables grossièretés. Une rupture s'ensuivit, et il fut chassé. Tout cela se passa hier soir. Je vous prie, maintenant, d'accorder une attention spéciale à ce que je vais dire. Imaginez-vous que s'il avait réussi, actuellement, à prouver que Sofia Semyonovna est une voleuse, il aurait ainsi démontré à ma sœur et à ma mère que ses soupçons étaient fondés, qu'il s'était fâché à juste titre parce que j'avais mis Sofia Semyonovna sur le même pied que ma mère et ma sœur, qu'en m'attaquant, il protégeait, de ce fait, l'honneur de ma sœur qui était sa fiancée. En un mot, il espérait de nouveau me brouiller par ce moyen avec ma famille et rentrer ainsi dans leur bonne grâce. Je ne parlerai pas du fait qu'il se vengeait ainsi personnellement de moi, car il a des raisons de supposer que l'honneur et le bonheur de Sofia Semyonovna me sont très chers. Voilà tout son calcul. Voilà comme je comprends cette affaire. Voilà toutes les causes, et il ne peut y en avoir d'autres. C'est ainsi, ou à peu près, que termina Raskolnikov. Son discours avait été fréquemment interrompu par les exclamations du public qui, du reste, l'avait écouté fort attentivement. Mais, malgré ces interruptions, il avait parlé d'une façon tranchante, calme, précise et ferme. Son ton coupant et convaincu, ainsi que l'expression sévère de son visage, produisirent sur tous un effet extraordinaire. « C'est ainsi, c'est bien ainsi !» approuvaient les Béziatnikov enthousiasmés. « Ce doit être ainsi, car dès que Sofia Semyonovna arriva dans notre chambre, il m'a immédiatement demandé si vous étiez là, si je ne vous avais pas aperçu parmi les invités de Katerina Ivanovna. À cet effet, il m'avait même emmené du côté de la fenêtre, et il m'avait interrogé à voix basse. Par conséquent, il tenait absolument à ce que vous fussiez là. C'est ainsi, c'est bien ainsi. » Lougine se taisait et souriait avec une ironie méprisante. Cependant, il était très pâle. Il cherchait une échappatoire, semblait-il. Il aurait bien tout abandonné et il serait parti avec plaisir. Mais, pour l'instant, c'était presque impossible. Cela aurait signifié qu'il reconnaissait le bien-fondé des accusations élevées contre lui et qu'il avouait avoir calomnié Sofia Semyonovna. En outre, le public, déjà passablement ivre, était par trop agité. L'employé d'intendance, qui, il est vrai, n'avait pas tout compris, menaçait de prendre contre Lougine certaines mesures extrêmement désagréables pour ce dernier. Mais il y avait aussi des gens qui n'étaient pas ivres du tout.
Il en arrivait de toutes les chambres. Les 3 Polonais étaient terriblement excités, et ils lui criaient sans cesse « Panne, la Jacques !» et il murmurait encore des menaces en polonais. Sonia écoutait avec une attention tendue, mais il semblait qu'elle ne comprît pas tout, comme si elle se remettait d'un évanouissement. Elle ne quittait pas Raskolnikov des yeux, sentant qu'il était toute sa défense. Katerina Ivanovna avait une respiration pénible et rauque. Elle était à bout, semblait-il. Amalia Ivanovna restait debout, stupidement, bouche bée, sans rien comprendre. Elle ne se rendait compte que d'une chose, c'est que Piotr Petrovitch s'était fait attraper d'une façon ou d'une autre. Raskolnikov voulut parler encore, mais on ne le laissa pas faire. Tout le monde criait et se pressait autour de Lougine en proférant des insultes et des menaces. Mais Piotr Petrovitch ne prit pas peur. Voyant que sa tentative de convaincre Sonia de vol avait totalement échoué, il eut recours à l'effronterie. « Permettez, messieurs, permettez. Ne vous bousculez pas. Laissez-moi passer, disait-il, se frayant un chemin à travers la foule. Et faites-moi le plaisir de ne plus me menacer. Je vous assure qu'il n'arrivera rien, que vous ne me ferez rien. Je ne suis pas peureux. Mais vous, messieurs, vous aurez à répondre du fait que vous avez essayé d'étouffer une affaire criminelle par la force. La voleuse est plus que convaincue du délit, et je la poursuivrai. Au tribunal, les gens ne sont pas aveugles, ni ivres, et ils ne croiront pas ces 2 athées reconnus, ces 2 agitateurs et libres penseurs qui m'accusent par vengeance personnelle, comme ils sont assez sots pour l'avouer. Oui, permettez. Qu'il n'y ait plus de traces de vous dans ma chambre, veuillez déguerpir, tout est fini entre nous. Pensez que je me suis donné un mal de chien pour lui exposer pendant 2 semaines entières. Mais je vous ai dit tout à l'heure, Andreï Semyonovitch, que j'allais déménager. Alors que vous me reteniez encore maintenant, je me contente d'ajouter que vous êtes un imbécile. Je souhaite que vos oreilles et que vos yeux fatigués guérissent. Permettez donc, messieurs. Il réussit à traverser la foule, mais l'employé d'intendance trouva que ce serait dommage de le tenir quitte à si bon marché et de le laisser partir uniquement avec des injures. Il saisit un verre et le lança vers Piotr Petrovitch. Mais le verre atteignit Amalia Ivanovna. Elle poussa un hurlement, tandis que l'employé d'intendance, perdant l'équilibre, s'effondrait lourdement sous la table. Piotr Petrovitch se rendit dans sa chambre et, une demi-heure plus tard, il avait quitté la maison. Sonia, timide par nature, savait qu'il était plus facile de lui faire des ennuis qu'à quiconque, et que, en tout cas, n'importe qui pouvait l'offenser impunément. Mais néanmoins, il lui avait semblé, jusqu'à cet instant, que le malheur pouvait être évité à force de prudence, de douceur, de soumission devant tous. Sa désillusion fut trop pénible. Patiente comme elle l'était, elle aurait dû tout supporter sans protestation, même cette désillusion. Mais au premier instant, c'était vraiment trop dur. Malgré son triomphe et sa justification, une sensation d'impuissance et le sentiment d'avoir été offensée lui serrèrent douloureusement le cœur, lorsque passa le premier effroi et la première stupéfaction, lorsqu'elle se rendit compte de tout. Sa force nerveuse l'abandonna. Enfin, n'y tenant plus, elle s'échappa de la chambre et courut chez elle. Cela se passa immédiatement après le départ de Lougine. Lorsque le verre lancé par l'employé atteignit Amalia Ivanovna, un grand éclat de rire partit de l'assemblée. Amalia Ivanovna ne put supporter que l'on s'amusât ainsi à ses dépens. Elle se précipita en hurlant vers Katerina Ivanovna, la tenant pour responsable de tout ce qui était arrivé. « Dehors, l'appartement ! De suite ! Marche !» cria-t-elle, et, à ces mots, elle se mit à saisir tout ce qui, parmi les affaires de Katerina Ivanovna, lui tomba sous la main et à le jeter par terre. Katerina Ivanovna, pâle, écrasée par le chagrin, à bout de souffle, bondit du lit, sur lequel elle s'était effondrée, tout épuisée, et se précipita sur Amalia Ivanovna. Mais la lutte était trop inégale. Celle-ci la repoussa comme si elle était un petit enfant. « Comment ? Ce n'était pas assez que l'on nous ait calomniés ? Cette créature nous le reproche encore ? Comment ? L'on me chasse de mon logis, le jour de l'enterrement de mon mari ? Après avoir profité de mon hospitalité, on me chasse dans la rue avec mes orphelins ? Mais où irai-je ?
criait en sanglotant et en suffoquant la pauvre femme. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle soudain, et ses yeux brillèrent. « Est-il possible qu'il n'y ait pas de justice ? Qui aurais-tu à défendre si ce n'est nous, les orphelins ? Eh bien, nous verrons. Il y a une justice au monde, il y a une vérité. Je les trouverai. » « Attends, créature sans Dieu. Poletchka, reste avec les enfants. Je reviendrai. Attendez-moi. Ne fût-ce qu'à la rue. Nous verrons s'il y a une vérité au monde. » Elle se jeta sur la tête le châle de drap vert dont avait parlé Marmeladov dans son récit. Ensuite, elle se fraya un chemin à travers la foule ivre et désordonnée des locataires qui encombraient la pièce et sortit en courant dans la rue avec l'intention bien déterminée de trouver la justice immédiatement et à tout prix. Poletchka se réfugia dans le coin sur le coffre où elle se mit à attendre le retour de sa mère en serrant les enfants contre elle. Amalia Ivanovna courait dans tous les sens, hurlait, jetait par terre tout ce qui lui tombait sous la main et faisait du tapage. Les locataires criaient d'une façon désordonnée. Certains achevaient, comme ils pouvaient, de discuter sur l'événement, d'autres se querellaient et s'injuriaient, d'autres encore s'étaient mis à chanter. « À mon tour de partir, maintenant », pensa Raskolnikov. « Eh bien, Sofia Semyonovna, nous allons voir ce que vous allez dire à présent. »